À l'échelle du monde, l'Afrique cumule des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux défavorables auxquels s'additionnent de multiples conflits locaux, des problèmes de gouvernance et une place marginale dans la mondialisation. Le continent est largement placé en relation subordonnée dans les échanges mondialisés, mais des exemples d'adaptation aux mutations liées à la mondialisation doivent être soulignés, même si là encore les réalités du continent sont très hétérogènes. Le matin se lève sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Il est en ce moment à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Lui, c'est Victorien Tronche. Il est journaliste français spécialisé dans les questions d'économie. Alors, Victorien, aujourd'hui, beaucoup de pays africains semblent plus que jamais avoir trouvé le chemin du développement et de la croissance à travers une expression, l'émergence. Est-ce que ce vocable est un signal fort pour exprimer la volonté de ces pays d'assurer leur autonomie au plan politique, social et économique? Déjà, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, tellement que quelque part, il a perdu son sens. Je ne vais pas citer les pays, mais beaucoup de pays ont le plan émergent. Ce qui fait qu'on oublie quel est l'objectif de cette émergence. C'est facile de faire un plan et de lui coller la direction vers l'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, c'est permettre à la population de satisfaire ses besoins, permettre à l'environnement des affaires de s'améliorer pour attirer les investisseurs étrangers, mais aussi inciter les investisseurs locaux. Moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur des mots. L'émergence, c'est d'abord le développement économique. Et dans ce domaine, est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des pays plus ou moins qui essaient plus ou moins de mettre en place des politiques ou qui suscitent plus ou moins des politiques nouvelles dans ce sens-là? Oui, alors y a tous les pays, beaucoup de pays ont des initiatives dans le domaine. Je pense notamment à un pays qu'on traite beaucoup dans mon émission, c'est le Sénégal, qui a pris à bras-le-corps cette question-là et qui met en place des politiques qui sont assez fortes dans le domaine. Je pense à un exemple. Au Sénégal, par exemple, l'objectif, c'est d'être autosuffisant en riz. Et c'est vrai qu'on a pu le constater sur le terrain, le gouvernement met en place les outils qui permettent l'autosuffisance en riz, en finançant des équipements, en finançant l'industrialisation, la transformation. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Le Sénégal n'est pas encore autosuffisant en riz, mais au moins l'État met les moyens sur la table pour y parvenir. Alors il faut dire que le Sénégal est l'un des pays en Afrique où les habitants consomment beaucoup le riz et le pays aussi exporte le riz et tout ce dont les habitants consomment provient de l'extérieur. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place une politique pour pouvoir faire en sorte pour développer aussi la production locale, c'est cela? La production, mais aussi, et c'est plus important, la transformation. Pour que la valeur ajoutée, comme on dit en économie, se fasse au Sénégal. Le problème de ça, c'est les habitudes des consommateurs. En fait, pendant longtemps, les Sénégalais ont été habitués à consommer du riz qui était importé d'Asie et qui était souvent du riz de mauvaise qualité. C'était en gros ce qui restait après avoir retraité, distribué le riz. Et ça s'appelle de la brisure de riz. Et aujourd'hui, les Sénégalais n'aiment pas trop le riz sénégalais, paradoxalement parce qu'il est de meilleure qualité. Mais en fait, ça implique de changer ses habitudes de consommation. Et aujourd'hui, on se rend compte que même si le riz sénégalais est objectivement de meilleure qualité, les consommateurs qui ont été habitués à consommer ce riz importé de mauvaise qualité préfèrent ce riz-là au riz made in Sénégal. Donc il y a aussi une politique de transformation des mentalités vis-à-vis des produits africains à mettre en place. Alors, de l'aveu de certains économistes, l'Afrique est le continent de l'avenir. Vous connaissez très bien ce continent. Est-ce une espérance promise aux Occidentaux ou aux Africains? Je pense que la grande chance des Africains aujourd'hui, c'est leur culture. C'est très difficile pour une multinationale d'aller sur le continent africain pour des
Mauvaise raison, parce qu'aujourd'hui l'environnement des affaires est compliqué, parce que dans certains pays on n'a pas la liberté économique suffisante pour s'installer. Mais il y a aussi des bonnes raisons à ça, et c'est la culture africaine. C'est très difficile lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on est à New York, d'essayer d'adresser le continent africain depuis Paris ou depuis New York. Et ça, c'est la chance des Africains. Et il y a des exemples. Aujourd'hui, par exemple, Coca-Cola a du mal à conquérir le continent africain. Et il y a de plus en plus de marques locales, au Cameroun, en RDC, qui viennent carrément tailler des plates-bandes aux géants qui décidément n'arrivent pas à s'imposer sur le marché. Donc oui, le développement économique de l'Afrique permet à des sociétés multinationales de s'installer sur le continent. Mais je pense que les Africains, surtout, ont leur carte à jouer dans ce domaine parce qu'eux connaissent leur marché, eux connaissent les habitudes de leurs consommateurs et eux seuls peuvent adresser les besoins d'une nouvelle classe moyenne qui est en train d'émerger sur le continent. Alors, on dit l'Afrique est le continent de l'avenir. Est-ce qu'il y a suffisamment de potentialité en Afrique pour soutenir cette idée-là? Le potentiel, il est là, il est partout, que ce soit au niveau des ressources minières, que ce soit au niveau des ressources forestières, que ce soit au niveau des ressources humaines. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de talents, regorge de ressources. La problématique, c'est de les exploiter, ces ressources, quelles qu'elles soient, et de les exploiter de façon à ce qu'elles profitent véritablement aux Africains. Et ça, c'est en train de venir. Donc, vous convenez avec moi que jusqu'ici, la richesse de l'Afrique ne profite pas suffisamment aux Africains? La richesse de l'Afrique pourrait profiter plus aux Africains. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. Mais pas à cause des sociétés multinationales. Oui. Peut-être aussi parce que c'est difficile de monter une entreprise. Oui. C'est encore plus difficile d'aller dans le secteur formel. C'est difficile de réaliser un bénéfice sur le continent. Parce que les conditions qui sont mises en place, notamment par les États, ne permettent pas aux entreprises locales, aux entreprises africaines, de véritablement pouvoir tirer les bénéfices de ce potentiel. Je pense qu'il ne faut pas opposer les sociétés étrangères aux sociétés africaines. Les sociétés multinationales ne pourront pas répondre aux besoins des Africains. C'est impossible. Elles n'en ont pas les moyens. Donc il y a de la place et il y a des Africains qui prennent cette place. En Côte d'Ivoire, regardez une entreprise comme Cipra, aujourd'hui, qui est devenue une très grosse PME, on peut dire aujourd'hui, qui est leader quasiment sur le... Alors je vais reprendre. Qui est leader sur le marché du poulet, qui va même jusqu'à faire des fast-food. Ces réussites-là, elles existent et il faut qu'il y en ait plus pour que véritablement le potentiel de l'Afrique profite aux Africains. Mais justement, est-ce que l'une des difficultés de l'Afrique n'est pas la corruption? À mon sens, c'est fondamental. J'ai rencontré, depuis que je suis journaliste économique, beaucoup d'entrepreneurs africains. Je n'en connais... Beaucoup m'ont dit... Il faut pour aller se faire raccorder son usine à l'électricité, un billet ça aide. Pour payer moins de charges sociales sur les salaires, un billet ça aide. Tout ça, c'est des exemples qui existent. Mmh. Mais il ne faut pas non plus... Beaucoup ont tendance à accuser les États. Oui. Or, les entreprises ont aussi leur responsabilité là-dedans. Les politiciens, ils ne se corrompent pas tout seuls. Il faut des gens pour les corrompre. Donc ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir au niveau de l'entrepreneuriat ici. Il y a des pays qui sont plutôt en avance dans le domaine. Et je pense qu'on peut s'inspirer, sur ce point-là, de ce que fait par exemple le Rwanda dans le domaine. Justement à propos du Rwanda, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce pays-là qui a connu une période très difficile de son histoire avec la crise qu'elle a connue? Quand on compare aussi la progression de la Côte d'Ivoire, on se dit que c'est presque le même destin.
Presque, oui. Presque, oui, oui. Oui, il y a des bons exemples au Rwanda, c'est sûr. Bon, rien n'est parfait, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une volonté. Le Rwanda n'a pas peur des investissements étrangers. Au contraire, il les encourage. À travers des zones franches, à travers Aujourd'hui, c'est le pays qui progresse le plus en termes d'investissement direct à l'étranger, le Rwanda. Parce qu'il y a une volonté politique d'inciter ces entreprises à venir chez lui. Et en même temps, il y a un secteur local de PME, un tissu de PME qui est assez fort. Mais il y a des formules dont on peut s'inspirer. Aujourd'hui, créer une entreprise au Rwanda, ça prend 24 heures, ça se fait sur Internet. Aujourd'hui, quand on veut, il y a ce qu'on appelle le Rwanda Development Board, qui est un bureau dans lequel on va retrouver tous les services pour créer son entreprise. Pas de galère administrative comme on peut connaître dans d'autres pays. C'est pas un pays parfait, mais il y a des bons exemples dont le continent peut s'inspirer. Et le Rwanda est carrément en avance sur des pays comme la France à ce niveau-là. Alors, est-ce que le fait que le Rwanda ait adopté la langue anglophone comme la deuxième langue, est-ce que cela n'a pas boosté en quelque sorte l'économie dans ces dernières années ou attiré des investissements directs étrangers? Oui, alors je ne sais pas si c'est le fait d'adopter la langue officielle, mais c'est vrai que l'anglais ça aide pour faire du business. Ceci dit, les entrepreneurs que j'ai rencontrés au Rwanda, qu'ils soient locaux, plus internationaux, ils parlent français, ils parlent la langue locale qui est le rwandais, ils parlent anglais, que anglais, que français, que rwandais, et ça ne les empêche pas de faire du business. Okay. Je pense notamment à un exemple d'un monsieur qui s'appelle Gérard Sina, qui est un grand de l'agro-industrie en Afrique de l'Est. Lui, il ne parle ni français ni anglais. Pourtant, c'est l'un des hommes les plus riches du pays. Alors, selon toi, Victorien, quand et comment les Africains pourront se passer de la tutelle des Occidentaux pour prendre en main le destin? Je pense que c'est un peu un pléonasme ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a une fenêtre de tir en ce moment avec la situation économique et politique des pays européens. La clé de ça, c'est d'avoir un secteur privé qui est suffisamment fort pour assurer suffisamment de rentrées fiscales pour ne plus avoir de problème de budget. Et aussi, malheureusement, il va falloir payer des impôts. Quand on regarde le secteur informel sur le continent, c'est dans certains pays, je pense notamment au Sénégal, 60% du PIB du pays, on estime. Si toutes ces entreprises-là payaient leurs cotisations sociales, payaient les taxes, je pense que les caisses de l'État seraient beaucoup plus pleines et que la tutelle de l'Europe ou des États-Unis serait beaucoup moins importante. Donc pour moi, la clé, c'est de formaliser l'informel. Alors, on le parlait tout à l'heure, l'Afrique a accompli d'énormes progrès dans plusieurs domaines pour attirer les investissements directs étrangers, mais y a-t-il encore des secteurs où le bilan reste encore morose? La principale difficulté, c'est tous les secteurs qui ne créent pas assez de valeur ajoutée. Extraire du pétrole et aller le vendre, à chaque baisse du cours du pétrole, on est dépendant et on regarde ce qui se passe au Nigeria. Justement. Ça ne marche pas. Justement. Il faut transformer. Aujourd'hui, il faut transformer. Il faut transformer sur le continent. C'est ça qui crée des emplois, c'est ça qui fait des rentrées fiscales. Donc tous les secteurs en crise, c'est ceux qui n'ont pas réussi à passer la première étape, voire la deuxième étape de la transformation. Puisqu'on est dépendant de la baisse des cours mondiaux des matières premières. Alors, vous avez décidé, à travers une production télévisée, de montrer les meilleurs exemples sur le continent en matière d'initiatives privées. Qu'est-ce que les Africains doivent comprendre en matière de success story? Déjà, je pense qu'ils doivent être conscients qu'il y a des success stories sur le continent. L'idée de l'émission Réussite, au départ, c'était de dire... Enfin, on a fait un constat. On a fait un constat que nous, en Europe, les images qui nous venaient de l'Afrique, c'était souvent des images de guerre ou de conflit. Et puis on s'est aussi rendu compte que les images que les Africains avaient eux-mêmes de leur propre continent, c'était les mêmes. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment peut-on avoir un tel regard sur son continent, même sur son propre pays, alors qu'il y a des choses formidables qui se passent? Et l'idée même de Réussite, c'était ça. C'était d'aller voir ces entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine.
ils sont chefs PDG d'une entreprise multinationale, ils sont jeunes dirigeants de start-up, ils sont patrons d'une PME qui est dans un seul pays, peu importe, ils ont tous un regard sur l'économie et sur le continent. Et c'était ça l'idée de départ. Et puis petit à petit, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'histoires à raconter? Donc l'idée, voilà. L'idée, c'était de montrer cette Afrique qui réussit, comme le dit le titre de l'émission. Et puis on s'est rendu compte petit à petit que lorsqu'on décryptait le fonctionnement d'entreprise, on avait beaucoup de messages de gens qui nous remerciaient. Merci à eux d'abord de nous regarder. Et surtout qui nous disaient, ça me donne des idées. Ça suscite des idées. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Et petit à petit, on s'est rendu compte que notre message, c'était plus montrer simplement l'Afrique qui réussit, c'était aussi de dire c'est possible de réussir. Et voici quelques clés. Alors, on n'a pas la prétention de donner des cours d'économie, mais voici quelques exemples de choses qui marchent, qui ont marché, qui ont fait du chiffre d'affaires, qui ont amélioré la vie de mes concitoyens, de leurs concitoyens. Et petit à petit, l'émission, elle a évolué comme ça. Et c'est pour ça que on est venu à l'idée d'aller voir les plus grands noms de l'économie africaine. Alors, Victorien, généralement, on présente l'Afrique comme l'un des continents, je dirais même le continent le plus pauvre. Est-ce montrer des personnes qui ont réussi en Afrique, ou du moins qui sont riches, n'est-ce pas un peu un contraste? Non, c'est pas un contraste parce que d'abord on se rend compte qu'il y a en Afrique une culture, surtout en Afrique de l'Est d'ailleurs, de la philanthropie. Et beaucoup de ces entrepreneurs sont vraiment, et je pense, c'est pas que de la com. Je pense qu'ils sont profondément investis dans leurs actions de charité. Je pense notamment à quelqu'un comme Mo Ibrahim. C'est un milliardaire saoudien qui a fait fortune dans les télécoms et qui aujourd'hui promeut la bonne gouvernance sur le continent. Lui, il nous parle de ça. Je pense qu'à quelqu'un qu'on a interviewé récemment dans l'émission, Mohamed Jouy, c'est le plus jeune milliardaire africain. Lui, il monte des écoles. Et il fait profiter sa population de sa réussite. C'est la culture africaine aussi. La culture des oncles, des tantes. Il ne faut pas que la richesse reste dans les mains d'une seule personne. Donc, on montre cette réalité-là. Des sujets dans les hôpitaux, lorsqu'on fait des sujets dans les écoles, on montre cette image de l'Afrique. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez voir des guerres et des conflits, allez sur une autre chaîne. Nous, notre point de vue, notre pitch, c'est vraiment de montrer les choses qui marchent. Sans être béni oui-oui, sans être des incorrigibles afro-optimistes, parce que des problèmes, il y en a, et on les évoque, les problèmes de corruption, les problèmes de bonne gouvernance, tout ça, on en parle dans l'émission. Mais nous, notre idée, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, une chaîne comme la nôtre qui fait la promotion de l'économie africaine, vous l'avez découvert, qu'est-ce que vous en pensez? En Côte d'Ivoire, c'est intéressant ce qui va se passer là au niveau des médias. Avec la libéralisation des ondes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, y compris d'ailleurs, il y aura je pense, j'espère, plus de place pour les programmes économiques. Et j'ai envie de dire, bienvenue aux concurrents, ça nous fait un challenge supplémentaire. Alors, est-ce que cette façon de présenter l'Afrique a changé la perception de certains Occidentaux à l'égard du continent? Alors, non, parce qu'on n'est pas diffusé, en tout cas on est diffusé très loin sur le câble en France, mais on n'est pas diffusé sur une chaîne de grande écoute. Et c'est vrai que c'est très difficile, moi je me bats au niveau des diffuseurs en France pour que l'Afrique soit dans les programmes télévisés. C'est difficile. Il y a un a priori négatif sur le continent, chez les diffuseurs télé, alors pas le nôtre, puisqu'il a une chaîne qui est totalement dédiée à l'Afrique, mais chez les autres, parfois c'est difficile de caser, comme on dit, des sujets sur le continent africain. Donc je pense que ça, c'est l'autre gros challenge qu'il va falloir qu'on relève, c'est montrer aux Français en l'occurrence que
que pareil, qu'il y a une autre réalité en Afrique et que cette réalité, elle a un intérêt. Et qu'elle a un intérêt, et ça c'est intéressant, qu'elle a un intérêt y compris pour eux. Alors, toujours au sujet des a priori, beaucoup de jeunes Africains, malheureusement, tentent chaque jour de prendre le chemin de l'immigration. Comment retenir sur place cette jeunesse en quête d'Eldorado? C'est quand même paradoxal parce que tous les chefs d'entreprise que je rencontre, sans exception, qu'ils soient européens investissant en Afrique, qu'ils soient patrons de PME, patrons de start-up, me disent « je n'arrive pas à recruter ». La solution, elle n'est pas compliquée. Formation. Il faut former les talents. Les talents, ils sont là, ils sont nombreux. Si ça doit venir de l'initiative privée, ça viendra de l'initiative privée. Si l'État a les moyens de le faire, qu'il le fasse. Mais le drame, il est là aujourd'hui. Le drame, c'est que d'un côté, il y a des taux de chômage pas très officiels, mais on l'imagine assez énormes, et des entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Que ça soit, je veux un exemple, dans l'hôtellerie, dans les médias, mais partout, à tous les postes, à tous les niveaux. La formation des talents et de la main-d'œuvre, c'est la clé. C'est la clé. Si on arrive à ça, on aura plus de personnes qui essaieront de franchir la Méditerranée au péril de leur vie. Alors Victorien, nous sommes presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de ces jeunes Africains qui nous suivent à travers le Bénin, le Burkina, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire? Je dirais, allez-y. N'ayez pas de complexe. Aujourd'hui, il y a des choses formidables qui se lancent dans le monde entier, mais aussi en Afrique avec presque rien. Quelques centaines d'euros. Je pense que le plus gros problème, c'est les complexes. Pas de complexe, allez-y, lancez-vous, et si vous ratez, vous réessayerez la prochaine fois. Lui, c'est Victorien Tronche, il est journaliste français, spécialiste dans les questions d'économie. Avec lui, il était question de parcourir les difficultés de l'Afrique et face au contexte économique mondial. J'espère que vous avez énormément appris comme nous ce matin. Nous avons été très heureux d'être avec vous, passer d'agréables moments, accompagnés des programmes de Business 24 Africa. Au revoir.